Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler que de choses qui mettent en joie. Agoraphobie, phobie sociale, anxiété, crise d'angoisse, que des trucs qui mettent la pêche. Mais surtout, comment je m'en suis sortie. Alors si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque temps, j'avais lancé un appel à ma communauté où je vous demandais si vous aviez des idées de thèmes, de sujets pour les blabla inspirés. Et ce sujet, donc sur l'agoraphobie, est ressorti plusieurs fois. Donc je me lance parce que cette vidéo me tient aussi très à cœur. D'abord parce qu'elle fait quand même partie de mon histoire personnelle. Parce que c'est tout un pan de mon passé, en fait, l'agoraphobie, etc. Et je voulais vous faire ce partage d'expériences, de guérison et de libération. Mais ça me faisait un peu peur aussi parce que j'avais peur Je voulais que la vidéo soit le plus complète possible pour vous aider le plus possible. Donc du coup, j'ai pris des notes. J'ai bien préparé cette vidéo. D'habitude, pour les blabla inspirés, j'y vais complet au talent. J'y vais à la one again. Mais là, non, je voulais vraiment pouvoir aborder toutes les questions possibles pour vous donner le plus de pistes et surtout d'espoir possible si jamais vous-même vous souffrez d'anxiété, de crise d'angoisse, surtout d'agoraphobie et de phobie sociale. Donc voilà, mais avant de commencer cette vidéo, vite fait je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Ribeil, je suis médium écrivaine, c'est-à-dire que je canalise par écrit, et avec mes guides, parce que moi je ne suis que le petit instrument de là-haut, eh bien on aime vous aider à plonger dans votre intériorité, et pour ça on utilise beaucoup la métaphore, l'imaginaire, etc., et pour vous aider à révéler du sens, de la clarté dans les difficultés peut-être que vous vivez actuellement dans votre situation, dans votre vie, tout simplement. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements sur qui je suis ou sur ce que je propose, je vous invite simplement à aller sur mon site. Vous avez le lien juste sous cette vidéo, en barre de description, donc marie-ribeil.com. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à commander un compte inspiré ou à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Donc voilà, je reviens donc sur le sujet très joyeux de ce jour. Agoraphobie, phobie sociale, crise d'angoisse, anxiété, comment je m'en suis sortie. Avant, je vais vous faire un petit historique de mon histoire que j'ai jamais complètement raconté parce que je me sens pas prête de le faire comme ça sur internet. Non pas que j'ai honte de mon histoire ou que j'ai un problème avec, mais peut-être quelque part que c'est pour protéger, je pense, certaines personnes qui sont impliquées dans ce bordel, si je puis dire comme ça, dans le bordel de mon passé. Et du coup, je ne me sens pas prête à parler, on va dire, dans les détails et complètement librement de tout ça. Néanmoins, mon histoire, elle m'appartient, donc je me permets d'en livrer des bouts. Quand j'étais jeune, j'ai vécu des abus, malheureusement. L'enfant que j'étais a été abîmé, très abîmé. Et j'ai grandi dans un contexte familial pas très évident. J'ai assez manqué d'affectivité, beaucoup d'humiliation, beaucoup d'incompréhension, beaucoup trop. Du coup, j'ai grandi avec ce secret. Ça n'a pas été facile de grandir avec ça quand on est enfant, puis adolescente. Je reviendrai peut-être un jour sur les séquelles vécues pendant mon adolescence de tout ça. Mais non, en tout cas, quand je suis arrivée dans ma vie de jeune adulte, vers la vingtaine, tout ça, je ne pouvais plus le contenir et je l'ai lâché. J'ai donc avoué mon secret. Le mot est un peu bête, avouer, parce que c'est comme si on a fait une faute, mais j'étais pas fautive, j'étais juste victime. Et quand j'ai raconté mon histoire à des proches de ma famille, personne ne m'a cru. Personne, absolument personne. Un gros, beau déni.
J'en rigole. Mais à l'époque, évidemment, ça m'a valu une belle tentative de suicide. Voilà. Mais personne ne m'a cru à l'époque. Et alors, toute ma famille n'est pas au courant. C'est pour ça aussi que je ne raconte pas tout en détail. Mais les personnes qui sont au courant, personne ne m'a cru. Et du coup, j'ai vécu ça comme une profonde trahison. Et être trahi par une personne, c'est déjà difficile, mais être trahi par toute sa famille, là, c'est très, 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 très difficile à vivre, en plus de porter le poids des abus que j'avais vécus. Donc, du coup, j'ai complètement perdu confiance aux gens, en fait. Puisque les personnes que j'aimais et qui étaient censées m'aimer ne me croyaient pas, m'ont rejeté, m'ont abandonné, vraiment. Du coup, je n'avais plus confiance aux gens, j'ai perdu confiance aux autres. Et là a commencé mon agoraphobie. C'est venu par étapes. C'est venu très rapidement quand même, mais c'est venu par étapes. Et à l'époque, le mot agoraphobie, je ne connaissais pas. Cette pathologie, je ne la connaissais pas. Donc je ne comprenais pas, en plus, ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas, je ne savais pas qu'est-ce que c'était des crises d'angoisse, je ne savais pas ce que c'était l'anxiété, je ne savais pas ce que c'était la dépression, tout ça. Donc quand ça arrivait dans ma vie, je devais en plus porter le poids de ne pas me sentir normale. Bon, déjà, je ne me sentais pas normale depuis que j'étais gamine, mais ça s'amplifiait avec tout ça. Et du coup, ça a commencé par des petites crises d'angoisse quand j'allais à l'extérieur. Mais tout ça, je vais vous raconter, je vais essayer de cadrer les choses, je ne vais pas aller trop loin. Ça, c'était un rappel, on va dire, du contexte dans lequel j'étais à l'époque et de ce qui a fait que je suis tombée, que je suis devenue agoraphobe, etc. Donc, le mot qui est important là-dedans, c'est la notion de trahison. Parce que c'est vraiment le fait de perdre confiance aux autres qui m'a fait tomber là-dedans. Pour ceux qui ne savent pas, quand même, l'agoraphobie, la phobie sociale, c'est quoi ? Alors l'agoraphobie, pour résumer grosso merdo, l'agoraphobie, c'est la peur de se rendre dans des endroits inconnus, dans des endroits où il y a beaucoup de foule, où c'est grand. La peur de sortir, Bon, moi c'est simple, en fait, je sortais pas du tout, en fait. Moi, ma peur, en fait, il y a plusieurs stades dans l'agoraphobie. Moi, j'étais au stade 10 sur 10, le plus grave. Donc, en fait, pour vous donner une idée, pendant 8 ou 9 mois, je ne suis carrément pas sortie de chez moi, mais même pas sur le palier de mon appartement, en fait. Donc, je ne sortais pas parce que juste le fait... Donc à ça se rajoutait la phobie sociale, donc juste le fait de sortir dans un endroit qui m'était inconnu et de croiser des gens, pour moi c'était impossible. Et la phobie sociale, c'était évidemment la peur des autres, la peur de devoir m'exprimer en public. Et c'est pas forcément de parler en public devant des gens. Ne serait-ce que parler à une personne dans la rue, ne serait-ce que parler à la boulangère pour lui demander une baguette de pain. Pour moi, c'était impossible, en fait. Donc j'étais vraiment à un stade très, très grave. Donc, et évidemment... si je devais sortir, parce qu'avant de m'enfermer pendant 8 mois, le temps que la maladie monte, on va dire, je sortais quand même, mais ça me provoquait des crises d'angoisse. Donc, je faisais des crises d'angoisse, des grosses crises d'anxiété, et c'était invivable. Et le fait de rester enfermée chez moi, ben, ça me permettait de fuir le problème, de fuir les gens, de fuir mes crises d'anxiété, bien que j'en faisais quand même, vu tout ce que j'avais à gérer intérieurement, etc. Donc voilà, l'agoraphobie, la phobie sociale, c'est la peur. Finalement, les deux réunis au stade où j'en étais, c'était la peur du monde, tout simplement, et surtout la peur de vivre. Donc voilà. Alors comment ça se manifestait
physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Déjà, physiquement, j'avais des belles suées, des coups de chaleur, le cœur qui me faisait comme de la tachycardie, vous savez, qui se mettait à battre très très vite. J'avais presque une sensation de mourir en fait. Et surtout, ça s'exprimait par des crises d'angoisse. Quand j'allais dans des endroits où j'étais mal, et dans la plupart des endroits j'étais mal, que ce soit un resto, aller au supermarché, pour moi c'était une horreur. Et dès que je rentrais dans le supermarché, en fait, j'avais une phobie, c'est celle de me faire dessus. Alors, cherchez pas pourquoi. Donc, mon premier réflexe, c'était de repérer où c'est qu'il y avait des toilettes. Et si je ne voyais pas où c'est qu'il y avait des toilettes, je faisais une crise de panique, en fait, une crise d'anxiété. Et je devais repartir, en fait, et je laissais tomber mes courses et je repartais à la maison, en fait. Donc, c'était invivable. J'avais la sensation en fait de me sentir piégée quand j'étais dans un endroit dans lequel j'étais mal à l'aise. J'avais l'impression, tout ce qui m'effrayait, c'était les endroits où je me sentais en fait enfermée, comme par exemple les embouteillages. Alors là, crise d'angoisse à chaque fois. Les queues de supermarché, donc quand vous êtes à la caisse et que vous attendez, pour moi c'était quasi impossible. Les drives aussi, par exemple, quand vous allez au fast-food et que vous allez dans le drive en voiture, du moment qu'il y avait une voiture devant, une voiture derrière, crise d'angoisse. Enfin, je pouvais plus rien faire, en fait. Je pouvais plus rien faire. Et j'avais une incapacité aussi à prendre les transports en commun parce qu'évidemment, je n'avais pas passé le permis, j'en étais incapable. Phobie sociale, être jugée, pour moi, c'était impossible. Donc je pouvais pas me déplacer, je pouvais pas, vu que j'étais seule, que toute ma famille m'avait tourné le dos, j'étais complètement dépendante de mon mari, parce que je ne pouvais pas travailler non plus. Pour moi, en plus, je me considérais tellement comme une merde que je ne pouvais rien faire, en fait. Je pouvais pas travailler, je pouvais pas me déplacer, je pouvais rien faire. Donc je restais enfermée chez moi. Voilà, tout simplement. Et j'avais une grosse difficulté aussi à interagir avec les gens, même ceux que je connaissais un peu, parce que je n'avais plus confiance en eux, en fait. Et je me sentais constamment jugée parce que, vu qu'on ne m'avait pas cru, vu que de toute façon, toute mon enfance, toute mon adolescence, on m'avait de toute façon jugée, parce que j'avais des comportements bizarres, parce que j'étais pas une adolescente qui était bien dans sa peau, étant donné que j'avais vécu des abus. Forcément, comme je vous dis, ça a des séquelles sur l'enfant et l'adolescente. Et du coup, j'étais quelqu'un de très fermé, j'étais quelqu'un de... parfois, je vais vous dire les choses franchement, hein, c'est horrible de dire comme ça, mais ça fait partie de la réalité des enfants qui ont vécu des traumatismes. Mais j'étais adolescente, je me pissais dessus n'importe où, sans le faire exprès, hein. Mais je me rappelle, à 13 ans, au lieu d'aller faire pisser derrière un arbre ou quoi, je me pissais dessus, en fait. Donc, et j'essayais de le cacher, que des choses comme ça. Donc c'était un comportement qui n'était pas normal, qui me faisait honte en plus, qui me donnait lieu à des humiliations, et surtout à l'incompréhension des adultes. Et qui, au lieu de se dire « Marie, ça va pas, faudrait peut-être l'amener chez la psy, ou voir, il y a vraiment un truc qui va pas », ben, c'était humiliation sur humiliation, dénigrement sur dénigrement. Et vous savez, j'ai l'impression de parler d'une autre personne parce que tout ça, je l'ai guéri. Même si ça a encore des séquelles, mais je l'ai guéri. Mais j'ai l'impression de parler d'une autre personne, mais j'ai tellement de peine pour cette personne et j'ai le cœur brisé en fait pour cette personne. Parce que quand excusez-moi, ça va, je vais bien, ça me met les larmes, mais parce que quand je repense à l'enfant et à l'adolescente que j'étais, je me dis mais comment j'ai pu traverser tout ça? Parce que là, je vous l'explique comme ça, mais sans les détails, sans ce que ça a réellement été à vivre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais je veux que vous compreniez le contexte dans lequel j'étais.
Et je vous ai dit que ça allait mettre la pêche, hein, cette vidéo. Et enfin voilà. Donc du coup, vous imaginez bien qu'à la vingtaine, j'étais encore un bébé. Et vivre tout ça sans pouvoir poser de mots dessus, le vivre seul, complètement abandonné de tous, mais c'était une horreur. Enfin, il n'y a même pas les mots. L'horreur, c'est même pas un mot qui convient. Il n'y a pas de mots pour exprimer la violence de ce que j'ai pu vivre au quotidien pendant des années, en fait. Donc voilà, donc je ne pouvais rien faire. J'étais enfermée chez moi. Et c'était crise d'angoisse sur crise d'angoisse, culpabilité de ne pas pouvoir être comme les autres, de ne pas pouvoir faire comme les autres, de ne pas pouvoir, à mon âge, avoir un boulot, de ne pas pouvoir avoir mon permis, une culpabilité et une honte. Je crois que ça a été le plus dur à vivre. Et pour vous donner des anecdotes, des exemples, pour vous illustrer ce que c'était au quotidien. Par exemple, un jour, mon mari voulait me faire plaisir parce que le pauvre, lui aussi, subissait tout ça. Et il ne pouvait pas avoir non plus une vie normale avec sa compagne, puisque sa compagne ne pouvait pas sortir. Et parfois, j'essayais de faire un effort pour lui. Et je me rappelle, un jour, il avait voulu m'amener dans un resto qui était sympa à l'époque, on avait la vingtaine, hein, et il voulait m'amener dans un resto ambiance un peu 50s, vous savez, ambiance un peu années 50, où il faisait des burgers maison, tout ça. Et il voulait m'amener là-bas, qu'on mange, qu'on se prenne un beau milkshake et qu'on passe juste un bon repas en amoureux. Et j'ai essayé, sauf que j'ai pas pu profiter. Et j'ai passé le repas qu'on a dû écourter à regarder les toilettes, à me dire je vais me faire dessus, à essayer de contenir des crises d'angoisse, à croire, j'étais paranoïaque, c'est-à-dire je croyais que j'étais tellement inadaptée, en fait, j'étais tellement anormale pour moi aux yeux des autres, que je pensais que tout le monde me regardait et me jugeait. Que tout le restaurant, alors que le restaurant n'en avait rien à péter de ma présence, hein. Mais moi, dans ma tête, j'étais persuadée que tout le monde me jugeait et me critiquait, ça me mettait encore plus mal. Et pourquoi je pensais ça? Parce que ma propre famille m'avait jugée, critiquée, etc. Donc je pensais que tout le monde pensait ça de moi et que quoi que je fasse et où que j'aille, j'étais le mauvais centre de l'attention, c'est-à-dire que tout le monde savait que j'étais une mauvaise personne, que j'étais... et je dis mauvaise personne parce qu'à l'époque, je pense, vu que personne ne me croyait, tout le monde disait que j'étais une menteuse, que je disais raconter tout ça pour me sentir exister, n'est-ce pas? Donc je pensais que tout le monde pensait ça de moi, même à l'extérieur, même les gens qui me connaissaient pas. C'était psychologiquement, c'était un enfer à vivre, vraiment. Alors je vais bien, c'est juste que ça me fait bizarre de le raconter comme ça, et parce que en vous le racontant, en fait, ça me replonge dans ce que j'ai pu ressentir à l'époque, tout simplement. Mais je vais bien. Je m'en suis sortie, tout va bien. Donc voilà. Après, il y a eu d'autres anecdotes, évidemment. Je me rappelle un jour, j'étais avec un copain, on voulait se prendre un fast-food. Et ça m'a fait partie des premières, au tout début où j'étais agoraphobe, où je ne savais pas encore que c'était ça. Et j'en garde une honte parce que le pauvre, il n'a pas dû comprendre. On est allé dans le drive et en fait, on attendait un peu, mais pas longtemps. Mais le fait qu'il y ait une voiture devant, une voiture derrière, je me suis sentie piégée. Et du coup, j'ai paniqué. Et encore cette envie j'avais pas envie d'aller aux toilettes, mais j'étais persuadée que j'allais me faire dessus. Me demandez pas pourquoi. J'ai jamais demandé à ma psy, ça d'ailleurs. Pourquoi j'avais cette panique-là.
Mais du coup, en fait, j'ai commencé à paniquer dans la voiture. Lui, il comprenait pas. Et en fait, je suis sortie de la voiture et je lui ai dit que je rentrais à pied. Et je l'ai planté là, en fait, et je suis rentrée à pied chez moi. Et le pauvre, il a pas compris. Aujourd'hui, encore, je lui en ai pas reparlé. Et il a pas compris, le pauvre. Et moi, et tout ça, ça me faisait honte en plus de réagir comme ça devant les gens, devant leur incompréhension, parce qu'ils devaient me penser folle, les gens, en fait. Alors que je l'étais pas, j'étais juste dans une infinie détresse, en fait. Donc, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui a été là-dedans le plus dur à vivre? Ben, je le répète, c'est la honte, c'est la culpabilité. La honte, la honte et la culpabilité de pas se sentir normal, de pas se sentir comme les autres, de pas pouvoir. Moi, je voyais mes copains qui étaient, certains commençaient à avoir un boulot, comme je vous disais tout à l'heure, ils avaient le permis, et moi, j'en étais au point mort, j'étais incapable de rien, et j'imaginais mon avenir dans la tombe, en fait. J'étais déjà suicidaire à ce moment-là, j'étais depuis gosse de toute façon. Mais là, vraiment, j'en étais à un point où je voulais passer à l'acte parce que je voyais pas d'issue. Je voyais pas d'issue, surtout en étant seule. Alors, encore une fois, il y avait mon mari, mais sa présence seule ne suffisait pas parce que lui, comme moi, il avait la vingtaine et il était complètement dépassé par tout ça. Il était là, il était présent. Quand j'avais besoin de parler, il m'écoutait, mais il était incapable, en fait, de faire de la psychologie et d'être pédagogue avec moi. Juste, il m'écoutait et c'était très bien, déjà, ça m'aidait beaucoup. Mais il était incapable, en fait, de m'aider plus. Donc, j'étais vraiment toute seule dans cet enfer, quoi. Donc, et ce qui a été dur aussi pour moi, c'est le fait d'être dépendante. Parce que ne pouvant rien faire, j'étais dépendante de mon mari. Donc en plus, j'avais l'angoisse qui me laisse tomber. Bon, là, c'est clair, je serais morte à l'époque s'il m'avait laissé tomber. Mais ça, je lui ai jamais fait de chantage sur ça. D'ailleurs, j'ai voulu le quitter une ou deux fois pendant notre relation parce que je comprenais pas pourquoi il restait avec moi. En fait, je comprenais pas pourquoi il aimait le déchet que j'étais parce que je me considérais vraiment comme un déchet, en fait. Je comprenais pas qu'est-ce qu'il voyait en moi qui pouvait être aimé, être digne d'être aimé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça mélangé dans ma tête, c'était très difficile à vivre et je voulais juste, en fait, le quitter. Non pas parce que je l'aimais plus que tout au monde, mon mari, mais parce que je trouvais pas ça juste pour lui qu'il reste avec quelqu'un avec qui il n'y avait aucune perspective d'avenir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mon homme, c'est quelqu'un de bien, et pour moi, à l'époque, je voulais pas qu'il sacrifie sa vie pour moi. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai tout fait pour lui rendre la vie difficile, le pauvre. Et il m'a jamais quitté. Oh bah dis donc. Que de joie. Bon, excusez-moi. Bref, tout va bien. Tout va bien. Donc voilà. Donc voilà. Le plus dur, ça a été donc la culpabilité, la honte, le fait de me sentir anormale, et puis le fait d'être seule, et puis le fait d'être dépendante des autres. Vraiment, ça a été le plus dur. Donc voilà. Mais à un moment donné, quand vraiment tout le monde m'a tourné le dos, c'est-à-dire tout le monde m'avait déjà tourné le dos, c'est-à-dire dans le sens où personne ne me croyait, sauf qu'à un moment donné, moi là-dedans, je me débattais, vous comprenez. C'est-à-dire que j'essayais de faire entendre ma vérité, mais j'étais tellement désespérée que je le faisais avec agressivité, avec violence, parce que c'était tellement violent déjà de ne pas être cru et de vivre, de porter tout ce que je portais, que je savais plus comment me faire comprendre, en fait, des autres. Et ça a été un point de rupture parce que, en fait, vu que je n'étais pas entendue, vu que je n'étais pas crue, à un moment donné, j'ai dit stop et j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Mais vraiment coupé.
Et je l'ai fait pour me sauver, en fait. Enfin, je dis pour me sauver, mais en fait, juste après, j'ai fait une tentative de suicide parce que je crois que émotionnellement, c'était plus vivable. C'était plus vivable. Et quand j'ai fait cette tentative de suicide, que je vous raconte dans mon tout premier Blabla Inspiré, où je vous raconte un peu aussi mon histoire, quand j'ai fait cette tentative de suicide, je me suis loupée. Et du coup, là, ça a été la première fois de ma vie où je priais Dieu, mais de façon sincère, avec le cœur. Pendant 20 ans, je l'ai prié. Depuis que je suis enfant, je le prie. Mais je le priais en faisant du chantage, vous voyez. C'est-à-dire, s'il te plaît, protège-moi, fais qu'il ne m'arrive plus ça, et je te promets je sais pas moi, de réciter 50 Ave Maria. Ouais, c'est d'aller à l'église tous les dimanches, j'en sais rien, moi. Des trucs comme ça, mais du coup, j'y croyais pas quand je priais. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis surtout, j'étais enfant. Et quand on est enfant, on n'a pas de vraie possibilité de se sortir de quelque chose qu'on subit. On n'a pas les moyens de claquer la porte, de se barrer, de prendre la voiture. Et vous voyez ce que je veux dire? Non. On est complètement dépendant de ses parents, donc je ne pouvais pas. Donc, et j'avais tellement peur d'en parler parce que j'avais honte, malheureusement, et parce que j'avais peur de ce qui se passerait en fait. Donc, bon, c'était compliqué. Et du coup, quand j'ai fait cette tentative de suicide, je l'ai prié Dieu, mais vraiment avec mon cœur. Parce qu'en fait, j'avais plus rien à perdre. J'avais plus rien à perdre, j'avais déjà tout perdu. J'avais perdu tous ceux qui m'aimaient. Tous, à part évidemment mon mari. Mais j'avais tout perdu. J'avais pas de boulot, j'avais rien. Donc à partir de là, j'avais rien à perdre. Et sachant que je m'étais loupée, ben, il me restait plus qu'une chose, soit retenter une tentative de suicide, mais cette fois pas me louper, soit remonter. Et c'est ce que j'ai fait. Et comment j'ai fait? Je suis allée voir une psychothérapeute. Alors je suis médium, mais parce que je vois beaucoup dans le milieu, je fais un petit rappel à ce sujet, je vois beaucoup dans le milieu de gens qui veulent par un soin ou un coaching ou quoi, vous enlevez des traumas, des machins, des bidules. Non, ça peut aider, c'est un complément, mais c'est juste un complément. La seule vraie chose qui peut aider dans des traumas qui sont lourds, et je dis bien lourds, c'est une vraie psychothérapie, un vrai suivi avec un professionnel, d'accord? La spiritualité, les soins énergétiques, les coachings et tout comme ça c'est quelque chose de... Ça ne peut être qu'un complément pour aider. Mais ça peut pas... C'est pas ça qui peut vous guérir d'un vrai traumatisme lourd, d'accord? Donc je suis allée voir une psychothérapeute, grâce à Dieu qui m'a mis sur sa voie, qui l'a mise sur ma voie. Et c'est grâce à elle, en fait, que je me suis sortie de tout ça. Ça a duré 9 mois où j'y suis allée une fois par semaine. En 9 mois, c'est la seule personne que je voyais à part mon mari. C'est la seule personne que je voyais de la semaine. Et ça a été dur, ces 9 mois de thérapie, mais en même temps, ça a été très court. Parce qu'en 9 mois, j'ai réussi à me sortir alors pas de la dépression, parce que ça, c'est un état un peu latent chez moi, vu que ça vient quand même depuis l'enfance et par des traumas lourds. J'ai des phases comme ça, dépressives, qui reviennent même aujourd'hui. Mais, par contre, grâce à elle, j'ai guéri mon histoire. J'ai réussi à avancer. J'ai guéri mon agoraphobie, mon anxiété, mes crises d'angoisse et ma phobie sociale. Parce qu'en 9 mois, je suis tombée déjà sur quelqu'un de très humain, de très humain, où on parlait beaucoup, où elle me posait beaucoup de questions, des bonnes questions, où
dans les séances, j'ai pu sortir toute ma colère, toute ma rancœur que j'avais envers les personnes qui m'avaient laissé tomber, et ramener de l'amour surtout. Ramener de l'amour sur ces personnes-là aussi. Essayer aussi de les comprendre, parce que si elles font un déni, c'est tout simplement parce que c'est un choc aussi pour elles d'apprendre ça. Je les excuse pas, pas du tout, mais je les ai pardonnées. J'ai pardonné, mais j'oublie pas, évidemment, j'oublie pas, ça je pourrais jamais oublier. Mais j'ai pardonné, j'ai remis de l'amour sur tout ça. Et concernant l'agoraphobie et la phobie sociale, en fait, alors déjà on est allé à la source. Grâce à elle, j'ai pu aller à la source et comprendre vraiment pourquoi j'étais agoraphobe. Comme je vous ai dit, il y a cette histoire de trahison par rapport à ma famille, mais il y a aussi les abus qui en font partie. D'où cette histoire de se sentir enfermé quand il y a quelqu'un derrière moi, etc. Et en désamorçant tout ça, en l'exprimant avec des mots, en le fouillant, en le racontant, en faisant sortir toutes les émotions qui allaient avec et tous les ressentis de cette époque-là, doucement, j'ai commencé à me transformer et à avoir moins peur. Et je me rappelle, j'avais un cahier et sur ce cahier, ma psychothérapeute me faisait noter toutes les situations les plus difficiles à affronter pour moi par rapport à mon agoraphobie et ma phobie sociale. Et elle m'a demandé de les noter de 1 à 10. Alors, 1, c'est la situation la moins difficile pour moi à affronter, c'est-à-dire celle qui me met le moins dans l'anxiété. Et niveau 10, évidemment, c'est la situation la plus difficile, celle que je n'étais pas du tout prête à affronter et que je sentais que ça prendrait très longtemps, voire jamais à affronter. Donc les 1, 2, c'était par exemple aller chercher un croissant, ce que je ne faisais pas, parce que les premiers rendez-vous, j'étais incapable de le faire, ça. Et donc il y avait une échelle comme ça de notes par rapport à des situations. Et chaque semaine, elle me demandait d'affronter une situation qui était notée à 1 ou 2 pour y aller doucement. Et si je le faisais, c'était chouette. Si je le faisais pas, c'était pas grave. Elle me mettait pas de pression, j'y allais à mon rythme. Mais je me sentais tellement soutenue par elle. Elle était tellement... Pardon. Elle était tellement humaine. Et elle m'apportait tellement le soutien que j'attendais des gens qui, eux, ne m'ont pas soutenue, que je faisais ces efforts-là pour moi, mais aussi quelque part pour elle, je sais pas pourquoi, parce que comme de la gratitude, en fait. Et donc j'ai commencé, je me rappelle, le tout premier exercice que j'ai fait, c'était pardon, putain, je pensais pas pleurer, bon sang, parce que tout va bien. Alors du coup, mais c'est parce qu'en vous le racontant, il y a tout qui revient, en fait. Et le premier exercice que j'ai fait, c'était d'aller demander un croissant à la boulangerie. Ça, c'est bête comme ça, mais moi, juste le fait de rentrer dans la boulangerie, c'était déjà pour moi quelque chose de très difficile. En plus, il y avait des gens qui étaient déjà là. Et en plus, d'oser prendre la parole et de demander ce qu'il me fallait. Alors pour moi, et c'était un niveau de difficulté qui était dans l'anxiété, qui n'était pas bas par rapport à d'autres situations, mais qui pour moi, à cette époque-là, vu que j'étais en agoraphobie grave, c'était pour moi tout un challenge, je crois, vraiment. Et je l'ai fait. Je l'ai fait et je me suis obligée à aller tous les jours acheter un croissant, en fait. Et plus je me confrontais à la situation, moins elle me faisait peur. Après, l'autre challenge, c'était de changer de boulangerie parce que quand un endroit me devenait familier, ça allait. Mais du coup, je retombais dans un piège, c'est-à-dire que je m'enfermais dans cet endroit, c'est-à-dire que j'allais que là-bas, mais ça m'était impossible d'aller à une autre boulangerie. Donc je me forçais à faire cet exercice à des boulangeries différentes. Vous voyez ce que je veux dire ? Et petit à petit,
Excusez-moi. Elle met la pêche, hein, cette vidéo. Petit à petit, je me suis mis à me concentrer sur des actions, des situations qui étaient un peu plus difficiles pour moi. Donc, de niveau 1, je passais au niveau 2, après au niveau 3, etc. Donc, le premier niveau, c'était d'aller, par exemple, à la boulangerie. Après, c'était d'aller dans un supermarché faire mes courses. Alors, ça, par contre, j'étais pas capable de le faire seule. Déjà, j'avais pas le permis, de toute façon, mais il fallait quand même qu'il y ait mon mari avec moi. Mais j'y allais. J'y allais. Et ainsi de suite, en fait. Et c'est là que j'ai aussi réussi à m'inscrire à Pôle emploi et à faire une espèce de formation interne à Pôle emploi pour faire mon CV, mon machin, mon bidule. Ça n'a l'air de rien, c'est quelque chose de très banal, mais pour moi, c'était quelque chose d'énorme d'aller dans une structure toute seule, là pour le coup, que je ne connaissais pas, de faire des démarches, de me confronter chaque jour à des gens que je ne connaissais pas, puisqu'on faisait la formation avec d'autres personnes. Et tout ça, ça s'est fait de mois en mois. Mais de mois en mois, j'ai vu mes progrès. Et l'anxiété était toujours là, hein. Je faisais moins de crises d'angoisse, mais par contre, à chaque fois, l'anxiété, elle était mais horrible, quoi. Mais je le faisais. J'arrivais à le faire. Alors qu'avant, l'anxiété et les crises d'angoisse, en plus, étaient là, mais je le faisais pas. Là, c'était la même anxiété, mais je faisais. Donc chaque semaine, je faisais des progrès. Et ça a duré 9 mois. Et au bout de 9 mois, ma psychothérapeute m'a dit, en fait, on termine là parce que vous avez été un bon petit soldat et vous avez plus besoin de moi, en fait. Et le chemin qui vous reste à faire, vous pouvez le faire seul, en fait. Un chemin de guérison seul, en fait. Et à ce moment-là, elle m'a dit que, et ça je me rappellerai toute ma vie parce que ça m'aide encore aujourd'hui à avancer, c'est que je faisais partie des rares personnes qui s'en sortaient par rapport à ce que j'avais vécu. Parce que 95% des personnes ne s'en sortent pas. Soit elles se foutent vraiment en l'air, soit elles vont en psy, quoi, en hôpital psy, soit elles deviennent des vrais déchets humains, comme j'ai été avant, et elles le restent, soit elles reproduisent. Et j'ai réussi à prendre le contre-pied de tout ça, malgré le fait que j'ai été seule et que tout le monde m'ait laissé tomber. Et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai réussi à m'en sortir. Et surtout, et c'est ça pour elle qui a été le plus éblouissant, on va dire, parce que ça lui est jamais été arrivé, c'est que je l'ai fait en 9 mois. Alors que normalement, ça va prendre de nombreuses années. Et moi, je l'ai réussi en 9 mois. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle me dit 9 mois, c'est 9 mois comme 9 mois de grossesse. Au bout de 9 mois, comme on accouche de soi-même, quoi, tout simplement. Et tout ça, je ne l'ai pas compris sur le moment. Maintenant, oui, évidemment. Et ça m'aide à avancer ces paroles-là chaque jour. Mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 9 mois, j'étais sans anxiété, que je pouvais tout faire finger in the noise. Pas du tout. C'est-à-dire que mon agoraphobie était toujours là. Mais en fait, quand j'étais allée la voir au début, j'étais à un niveau très grave, au maximum. Et en fait, elle était redescendue de plusieurs crans. Donc j'étais toujours agoraphobe, mais je pouvais faire certaines choses. Pas toutes, mais je pouvais faire certaines choses. Et je lui ai fait confiance. Bon, pour moi, ça a été un gros déchirement, en fait, de lui dire au revoir. C'était notre dernière séance. Pour moi, ça a été violent, en fait, parce que c'était la seule personne que je voyais depuis 9 mois. C'était la seule personne à qui je parlais, en fait. Donc ça a été très violent pour moi. Et en fait, ça m'a permis derrière de pouvoir trouver un boulot, en fait. Parce qu'elle m'a fait confiance, parce que j'avais fait 9 mois où je m'étais dépassée, où j'avais suivi tous ses conseils, tous ces exercices qu'elle me donnait, etc. Où je m'étais libérée de beaucoup de choses. Et
je me sentais prête à essayer en fait d'avoir une vie normale, si on peut dire ça. Ça n'a jamais été tout à fait le cas, mais et puis de toute façon, la normalité, moi j'avais une idée de la normalité à l'époque, mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de normalité, en fait, c'est chacun est comme il est, quoi, tout simplement. Et du coup, après ces 9 mois de thérapie, j'ai déménagé, on a déménagé, et je suis revenue vivre dans ma région. Et parce qu'en fait, si vous voulez, j'avais changé de région parce que des proches m'avaient fait croire qu'ils me soutenaient. Et quand je suis arrivée, en fait, ils voulaient m'éloigner. Bon, bref. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, ils m'ont dit qu'ils ne me croyaient pas. C'était juste pour m'éloigner. Bref. Bref, donc je suis revenue dans ma région natale. Je suis revenue dans ma région natale. J'ai trouvé un boulot dans une maison de retraite. Et moi qui avais tant peur, qui était agoraphobe, qui me pensait même pas capable de distribuer des tracts dans la rue, pour vous dire à quel point, eh ben, je suis devenue ASH dans une maison de retraite. Et j'étais tellement un bon élément qu'on m'a demandé on m'a fait monter en 1 an et demi les grades, on va dire, être soignante puis gouvernante. Et à la fin, on m'a proposé un CDI pour faire une formation en interne pour pouvoir aussi avoir le salaire qui va avec. Et j'ai refusé. J'ai refusé parce que je suis tombée enceinte. Et voilà, et ça, c'est une autre histoire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je suis passée de agoraphobe très grave à prendre un emploi où j'avais des grosses responsabilités parce que je m'occupais de personne. Moi qui étais incapable comme je vous disais, de ne serait-ce que distribuer des tracts dans la rue. Là, je m'occupais de personne et je le faisais bien en plus. Je le faisais bien parce qu'en plus, avec tout ce que j'avais traversé, je savais ce que c'était d'être seule, je savais ce que c'était d'être en souffrance et je savais ce que ressentaient ces personnes âgées en fait, qui elles-mêmes étaient dans un vrai mouroir, quoi. Il faut dire ce qui est. Donc, du coup, je me suis complètement épanouie dans ce travail. Alors, c'est pas ça que j'aurais voulu faire toute ma vie parce que je sentais que quelque chose d'autre m'appelait. Mais ce travail m'a permis de complètement reprendre confiance en moi, de me faire dire j'étais capable. Et en plus de ça, il m'a fait prendre les transports en commun parce que je n'avais pas le permis. Donc, j'ai osé prendre, et c'est des choses dont je me rappelle précisément. La première fois que j'ai pris le bus, j'avais peur parce que je savais pas comment ça marchait, j'étais jamais montée, j'avais jamais pris le bus. Et là, je me suis dit tant pis, je serais bête, mais je vais poser la question. Je suis montée, j'ai demandé au chauffeur qu'est-ce que je dois faire en fait, tout simplement. Alors il m'a pas trouvé bête, il a juste répondu à ma question. Donc j'ai payé, j'ai mis mon ticket dans le truc et voilà. Et il m'a dit appuyer avant l'arrêt. Et puis voilà, c'est tout en fait. Et c'est bête, ça paraît banal pour tout le monde, mais pour moi non. Et c'est des moments où je me suis sentie tellement fière de moi à faire des choses banales, mais qui pour moi me permettaient de reprendre une vie normale en fait, et de reprendre estime, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, et pendant 1 an et demi, j'ai eu ce boulot, je suis allée en ville en prenant le bus, et toute seule, tout ça je le faisais toute seule, donc que des choses qui, voilà, qui me redonnaient de l'estime, qui me redonnaient de la confiance et qui me permettaient d'éloigner l'agoraphobie. Et je ne faisais plus de crise d'angoisse. J'avais encore de l'anxiété, mais j'arrivais à la gérer. J'arrivais tout à fait à la gérer. Et puis voilà, et j'ai fait ce fameux chemin de guérison toute seule. Ce chemin de guérison, il n'a pas duré qu'1 an et demi, il a duré 20 ans, parce qu'à l'époque j'avais la vingtaine, aujourd'hui je vais faire 41 ans dans quelques mois, à la fin de l'année. Mais ce chemin de reconstruction a duré 20 ans, c'est-à-dire que des séquelles, aujourd'hui encore, j'en ai. C'est-à-dire que j'ai encore cette angoisse de me rendre à des endroits qui me sont inconnus. Mais la seule différence, des fois ça me provoque un peu de panique, mais je le fais, j'y vais. Des fois c'est un peu plus difficile, donc mon mari va faire en sorte de m'accompagner, mais juste une fois pour
que je prenne mes repères et après c'est bon, je peux y aller toute seule. Donc j'ai encore quand même des séquelles. Ça m'impacte aussi dans mon activité. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, qui m'empêche de faire des ateliers en live avec vous ou même en présentiel parce que j'ai peur de m'exprimer devant les gens en live. Donc pour moi, c'est difficile. Mais je suis sûre qu'un jour, je le ferai. Je suis sûre qu'un jour, je vais y arriver. J'ai réussi à passer mon permis. En fait, mon permis et prendre un boulot, pour moi, c'était le niveau 10 des choses qui me faisaient peur. C'était le niveau maximum des choses qui me faisaient peur. Donc, j'ai passé mon permis. Quand j'ai déménagé, quand j'ai terminé ma thérapie et que je suis revenue dans ma région, pendant 1 an et demi, j'ai été dans une maison de retraite. Je suis tombée enceinte. Et quand ma fille était bébé, en fait, j'ai passé mon permis parce que je ne voulais plus être dépendante des uns des autres ou des transports en commun. Parce que bon, j'allais avoir une poussette, etc. Et le fait d'avoir mon enfant, en fait, m'a donné une force, encore plus de force, en fait, pour affronter tout ça. Et ça m'a donné la force de passer mon permis. Permis que j'ai passé mes finger in the noise, c'est-à-dire que je n'ai fait que 20 heures de conduite, j'ai eu mon code du premier coup et j'ai eu mon permis du premier coup. Donc alors j'étais sûre de l'avoir loupé, mais non, je pense que là-haut aussi j'ai été bien aidée ce jour-là. Mais je l'ai eu et j'ai jamais eu d'accident. Et j'adore maintenant, aujourd'hui, 15 ans après avoir eu mon permis, j'adore conduire. C'est un truc que jamais j'aurais pu m'imaginer à l'époque, tellement ça me faisait peur en fait. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, vous voyez, ce contraste qu'il y a entre cette peur d'aller chercher un croissant et puis enfin d'avoir un boulot et de passer son permis, tout le chemin qu'il y a entre les deux, ça a été des années et des années de reconstruction, d'efforts, de dépassement de moi-même. Et tout ça, c'était invisible aux yeux des autres, c'est-à-dire aux yeux des personnes qui m'avaient rejetée. Parce qu'aucune d'entre elles, je pense, n'a vu et n'a su à quel point j'étais brisée, à quel point j'étais en détresse et à quel point j'étais au fond du trou. Et elles ne comprenaient pas quand je leur disais que je ne pouvais pas passer le permis, que je ne pouvais pas faire ceci. Elles me pensaient juste feignante, en fait. Les personnes me pensaient juste feignante, en fait. Bref. Donc voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai encore des séquelles quand même, mais elles sont légères. Mais par contre, c'est pour moi encore une lutte chaque jour. Quand je dis une lutte invisible chaque jour, c'est que chaque jour m'amène des défis. Par exemple, quand je dois aller amener la voiture au garagiste, mon mari, en fait, aujourd'hui, il a un boulot où il n'est pas là de la semaine, c'est-à-dire qu'il part en déplacement du lundi au vendredi. Donc je suis seule. Le fait d'être seule et de m'occuper de la maison et de m'occuper du reste fait que je dois me confronter à des situations toute seule. Aller amener la voiture au garage, par exemple, pour moi, c'est quelque chose de difficile. Et à l'époque, j'en aurais été incapable. Aujourd'hui, je le fais. Ça me met dans l'anxiété, mais je le fais et je me débrouille très bien quand je suis dans la situation. Je suis dans l'anxiété avant, mais quand je suis dedans, je gère. Mais ça n'empêche pas qu'à chaque fois, ça me fout dans l'anxiété avant. Donc je me confronte à plein de situations comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment à chaque fois, chaque jour, c'est une lutte, mais invisible pour les autres. Parce qu'en plus de ça, je cumule mon TDAH et d'autres choses. Donc j'ai un gros trouble de la concentration, de l'attention, etc. Donc dans mon activité, c'est pas évident. Donc tout ça réuni fait que vraiment, pour moi, c'est difficile. Mais j'y arrive et je fais les choses. Et je suis tellement fière de moi, en fait, pour tout ça. Parce que peut-être que vous ne vous rendrez pas compte, parce que en 50 minutes de vidéo, j'essaye d'être succincte, d'être brève. Je ne peux pas vous raconter le ressenti exact et le détail de tout ce que j'ai pu vivre dans ce parcours.
je fais qu'un résumé très succinct, mais je pars de tellement loin, que je suis tellement fière d'en être là où je suis aujourd'hui, parce qu'à l'époque, vraiment, et comme peut-être ceux qui m'écoutent et qui vivent l'agoraphobie, qui vivent l'anxiété, les crises d'angoisse, la phobie sociale, et qui pensent qu'aujourd'hui ils sont rien et qu'ils n'ont aucun avenir et qui pensent qu'ils sont que des merdes. Non, ne pensez pas ça. Parce que je vous assure que vous avez une valeur incroyable. Peut-être que personne la voit, peut-être que vous croyez que personne ne la voit. Peut-être que vous-même, vous n'arrivez pas à la voir parce que vous êtes trop dans la souffrance. Mais je vous assure que vous avez une valeur inestimable et que vous êtes capable en fait de vous en sortir. Vous êtes capable de reprendre une vie, vous êtes capable de vivre en fait. Parce que c'est ça le but, c'est de vivre. Quand on est agoraphobe, quand on est dans la phobie sociale, quand on vit des traumas, qu'on porte des traumas, on n'est plus dans le vivre, on est dans le survivre et encore, et encore. Donc le but c'est de vivre et vous en êtes capable, il y a toujours une issue. Mais il faut se faire aider pour ça. Il faut apprendre à demander de l'aide. Et pour moi, peut-être que pour d'autres ce sera différent, mais pour moi ça a été l'aide d'une psychothérapeute. Et je vous invite vraiment à faire cette démarche si vous êtes dans la situation dans laquelle j'ai été. Allez voir une psychothérapeute parce qu'il n'est jamais trop tard. Le chemin de reconstruction, il est peut-être long, mais il en vaut le coup. Il en vaut le coup. Si je n'avais pas entamé ce chemin de reconstruction, aujourd'hui je serais morte ou alors je serais un vrai déchet et je serais passée à côté de la vie que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'avoir donné du sens à tout ce que j'ai vécu, de l'avoir transcendé et de pouvoir le transmettre en aidant les autres, mais aussi en ayant donné vie à ma fille. Ma fille n'existerait pas si j'avais pas transcendé tout ça, et c'est quelqu'un de merveilleux, c'est quelqu'un, je suis sûre, qui... C'est mon héritage en fait, ma fille. Elle porte des bonnes valeurs, c'est quelqu'un de bien, et j'en suis très fière parce que je sais que c'est mon héritage, et elle aussi plantera des bonnes graines, je le sais. Et je serais passée à côté d'une magnifique vie de couple avec mon mari. Des fois, il y a des hauts, des bas. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. C'est normal que des fois, on se prenne la gueule. Et puis, en plus, on est assez sanguins tous les deux. Mais on s'aime tellement fort avec mon mari. Il y a tellement d'amour entre nous. Et surtout, il y a tellement de... On est unis, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les épreuves nous ont jamais séparés. Elles ont fait, en fait, que nous unir encore plus fort. Et je serais passée à côté de tout ça, je serais passée à côté de mes animaux, c'est bête, mais je suis tellement heureuse avec eux, je serais passée à côté de la vie que j'ai aujourd'hui, avec la nature, Aujourd'hui, j'ai tout ce que je voulais avoir, c'est-à-dire une vie de famille épanouie, une vie de famille respectueuse, une vie de famille où on s'aime, où on se le dit, où on se le montre, où on se le prouve, et... et avoir un bureau où je peux écrire, où je peux vivre de ma passion. Alors j'en vis pas vraiment parce que en ce moment c'est difficile avec la crise, mais qu'importe, mon mari est tellement respectueux et même tellement qu'il me laisse le champ libre de faire ce que j'aime et d'aider les autres et d'exprimer qui je suis. Et j'ai la vie exacte dont j'avais rêvé. J'ai le bureau, toute ma vie, j'ai souhaité avoir un refuge comme ça, dans lequel je peux exprimer toute ma créativité, me reposer, mon refuge en fait, mon monde, mon repli. Et tout ça, je l'ai aujourd'hui, je l'ai. Tout ce que je voulais, je l'ai eu. Ça a pris du temps, mais je l'ai eu. Et je serais passée à côté de tout ça si j'avais pas passé ce premier coup de fil à une psychothérapeute. Donc, par cette vidéo, je voulais juste vous donner de l'espoir à ceux qui vivent ça. C'est dur quand on est au tout début du chemin, quand on est dans le mal-être, quand on est dans l'agoraphobie, quand on est dans les traumas, etc. C'est dur quand on est au début du chemin. Je le sais, je l'ai vécu.
Mais qui dit chemin, dit aussi évolution, transformation. D'accord? Donc donnez-vous ce temps, donnez-vous cet amour de faire cette démarche en fait. D'accord? Parce que vous en valez le coup. Vous en valez le coup. Et il y a toujours une issue, même quand on croit qu'il n'y en a pas, il y en a toujours une qui est là. Et surtout, faites preuve de bienveillance, d'amour et de soutien envers vous-même. D'accord? Ne vous culpabilisez pas. Ne vous culpabilisez pas de vivre ça. Parce que si vous avez vécu des traumas, etc., on ne choisit jamais de subir ça. On ne choisit jamais de subir des traumas. On ne choisit jamais de devenir agoraphobe. Tout ça, ce sont des symptômes, des défenses aussi. D'accord? Moi, le fait d'être agoraphobe et de me replier chez moi, ça a été un moyen de me protéger du monde, parce que le monde me faisait mal, vous voyez? Donc osez vous donner cet amour et faire cette démarche d'aller voir un psychothérapeute si vous êtes dans cette situation. Parce que je vous promets que derrière, le chemin, il est dur, ça c'est clair, mais il en vaut la peine et vous en valez la peine. Donc voilà. J'espère que je suis désolée. Je pensais pas craquer un petit peu comme ça. Mais c'est que de vous parler, tout ça me replonge vraiment dans ce que j'ai pu ressentir à l'époque. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression de parler d'une autre personne. Et en même temps, quand j'en parle comme ça, si librement, à voix haute, ça m'est très rarement arrivé. Donc ça me replonge dans les émotions et dans la réalité de ce que j'ai vécu, en fait. Parce qu'après tout ce temps passé, j'ai tendance à essayer de m'en échapper et aussi de le diminuer. Ça, c'est aussi un moyen de défense, c'est que mon histoire est tellement difficile, les traumas que j'ai eus sont tellement difficiles que j'ai tendance à les diminuer. Alors qu'ils ont encore un impact aujourd'hui dans ma vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, ne serait-ce que pour lui donner de l'espoir que c'est possible de s'en sortir, alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la, ça aidera à la faire connaître un peu. Et surtout, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez depuis 10 ans presque maintenant que je suis installée dans mon activité et que je partage sur Internet. Certains me suivent depuis ces 10 ans et d'autres se sont greffés au fil du temps. Mais merci parce que j'ai une communauté, des gens que j'accompagne, des gens qui me lisent ou m'écoutent, mais des gens formidables. Vous êtes des gens formidables. Et vous ne pouvez pas savoir comme vous m'aidez à avancer. Vous ne pouvez pas savoir comme votre soutien, parfois à travers votre propre résilience, à vous aussi, dans vos propres histoires, quand je vous accompagne, quand je canalise des messages de mes guides pour vous, moi aussi je pioche dans ces conseils qui vous sont adressés et ça m'aide énormément à avancer. Alors merci. Merci de la bienveillance et de l'amour que vous m'avez toujours adressé. Et merci tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vous gardez la pêche. Moi je pleure. Mais j'ai la pêche, je vous rassure. Voilà, tout va bien. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie de votre écoute. Et prenez grand soin de vous. Gros bisous.